Bienvenue donc à cette première séance de relance du séminaire de l'ours. Je dis un mot pour ceux qui ne connaissent pas. L'ours est une association, Office universitaire de recherche socialiste, qui est à la fois dépositaire du fonds d'archives de la SFIO et qui édite deux publications, une publication mensuelle et une publication biannuelle, qui fait à la fois le point sur les différents ouvrages et les publications qui sortent sur les thèmes du socialisme et du mouvement ouvrier en général, mais également qui propose des dossiers thématiques en lien avec la vie, l'histoire et l'actualité du socialisme. Ce séminaire fait suite à un séminaire qui a existé il y a quelques années, et de manière un peu symptomatique, ce séminaire renaît donc dans une période de crise du socialisme. En tout cas, c'est le constat qui motive les organisateurs. Crise à double titre, crise à la fois politique, au sens institutionnel du terme, mais également, c'est la spécificité, et c'est ce qui va orienter aussi les différentes séances de séminaire, crise idéologique du socialisme, comme corps de doctrine, n'a plus l'éclat et l'attractivité qu'il a pu avoir à d'autres périodes de l'histoire de France. Donc c'est cette hypothèse-là de double crise, en quelque sorte, qui va guider nos différentes séances et qui justifie le format un peu particulier qu'on a voulu instaurer, de dialogue entre des chercheurs, des théoriciens, des historiens du socialisme et des praticiens, qui soient femmes, hommes politiques ou militantes et militants. C'est le format de cette séance ce soir, cette séance inaugurale, et ce sera le format de toutes les séances qui auront divers objets. J'en cite quelques-uns pour le premier semestre. La place du socialisme en tant que minorité au Parlement, la fin ou la crise des idéologies du progrès, la relation des socialistes à la Ve République, qu'on essaiera d'éclairer en décembre à travers les relations entre Léon Blum et le général de Gaulle, ou dans l'actualité des 100 ans du Congrès de Tours, les unions et désunions successives de la gauche. Mais pour aujourd'hui, pour cette séance inaugurale, on a voulu poser une question à laquelle on ne pense pas répondre aujourd'hui, mais qui permettra de balayer un certain nombre de dimensions de notre problème. La question, c'est pourquoi, si on fait le constat partagé, mais ce sera intéressant de voir dans quelle mesure il est partagé, de double crise donc du socialisme, pourquoi rester socialiste aujourd'hui? Pourquoi reste-t-on socialiste aujourd'hui? Et pourquoi reste-t-on socialiste au sens idéologique du terme donc, et au sens politique du terme? Pourquoi est-ce qu'on reste au Parti socialiste? On va discuter de ça aujourd'hui donc avec nos deux invités, Valérie Rabault, donc, qui est députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, socialiste et membre du Parti socialiste, et Emmanuel Morel, qui a été membre du Parti socialiste, qui est président du Parti socialiste et républicain, et qui est par ailleurs député européen depuis 2014. Mais pour introduire cette conversation, c'est Emmanuel Jousse, donc historien, spécialiste du courant du réformisme à la fin du 19e et au début du 20e, qui va nous faire un retour, une mise en perspective historique sur les précédentes crises, les différentes crises, et elles ont été nombreuses, qu'a connues le parti et l'idéologie socialiste. Donc je cède tout de suite la parole à Emmanuel Jousse, que je vais essayer d'aller recadrer un petit peu dans l'écran. Et ensuite, on discutera avec Valérie Rabault et avec Emmanuel Morel. Merci beaucoup. Alors, en fait, sur cette idée de crise du socialisme dont parlait Guillaume, il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est d'abord que cette idée d'une crise du socialisme, en réalité, n'est pas neuve, historiquement. Les années de tempête, en réalité, se sont succédés, au moins depuis les années 80, si ce n'est en remontant encore plus loin, mais dans les années 80, au début des années 90 également, au début des années 2000, ne prendre que les plus récentes. Donc, en fait, il faudrait s'interroger sur la crise du socialisme, mais surtout sur le caractère répétitif, sur le fait que ce sont des phénomènes, des constats qui se renouvellent constamment
et qui montre peut-être que cette crise du socialisme, ou ces crises du socialisme au pluriel, seraient plus complexes que ce qu'on pourrait en lire dans la presse, sur les réseaux sociaux, et différentes crises qu'il faudrait distinguer et sur lesquelles il faudrait réfléchir. Est-ce qu'il s'agit d'une crise du Parti socialiste? Est-ce qu'il s'agit d'une crise du militantisme socialiste? Et en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il s'agirait d'une crise des valeurs socialistes? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces crises semblent aboutir dans ce qu'on a constaté depuis 2017, où là, on a une sorte de cristallisation d'un ensemble de crises qui, auparavant, n'étaient peut-être pas forcément coordonnées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce constat d'une sorte de crise à la fois politique et idéologique, elle va de pair avec l'idée que jamais le moment n'aura été aussi favorable, en fait, qu'à un renouvellement de la pensée socialiste. Puisque depuis 2018, on a un renouveau profond d'un certain nombre de crises sociales qu'on a vu avec les Gilets jaunes, qu'on a vu avec la contestation de la loi sur les retraites. On a un renouvellement profond avec l'importance des questions environnementales, et on voit bien que ces questions, elles recomposent complètement l'échiquier politique, l'urgence sanitaire que l'on vit actuellement, qui provoque un séisme social dont on peine encore aujourd'hui à saisir toute l'ampleur. Donc en fait, on est vraiment dans une situation paradoxale, où en fait le socialisme n'aurait jamais été aussi dépeint comme divisé, mais en même temps qui aurait rarement eu autant de raisons d'exister. Donc rester socialiste aujourd'hui, ce serait à la fois un défi, mais aussi une perspective d'avenir, à condition de s'entendre sur certaines notions fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être socialiste? Plus que de savoir ce qu'est le socialisme de façon générale d'ailleurs. Est-ce que c'est différent être socialiste ou être de gauche? Est-ce que ça se regroupe? Et ce sont des définitions qui ont été nombreuses depuis 2 siècles. Par exemple, on peut se rappeler de la définition de Durkheim qui faisait du socialisme à la fois un cri de révolte contre la misère et en même temps une volonté de rattacher toutes les fonctions sociales essentielles à un centre moteur. Donc on a des définitions qui en réalité sont assez anciennes. Alors la question telle qu'elle est posée aujourd'hui, elle entraîne 2 interrogations. D'abord sur la finalité de ce qu'est un engagement socialiste et sur sa signification profonde, signification qui semble être devenue inaudible depuis 3 ans en raison du bouleversement des appartenances politiques, également en raison des défis profonds qui se sont succédés. Et deuxième ensemble d'interrogations, c'est sur le lien entre le passé et l'avenir que suggère le rester et le aujourd'hui. Être socialiste revient à se référer à une histoire, pas tellement en tant que tradition historique, mais en tant que conscience historique, c'est-à-dire ce qui permet de mettre à distance ce qui apparaîtrait comme trop neuf pour le remettre en contexte. Et donc voilà l'interrogation en fait, que j'aimerais mener ici en tant qu'historien, c'est de m'efforcer de revenir sur un certain nombre de points qui me semblent essentiels, justement pour essayer d'interroger cette conscience historique. Le fait d'être socialiste, c'est ce qui, à mon avis, permet de mettre à distance un certain nombre de choses qui pourraient, dans le flux de l'actualité, paraître trop neufs et qui, en réalité, devraient être remis en contexte. Alors, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier temps, j'aimerais en fait revenir sur l'histoire de l'engagement socialiste, mais en partant des moments de crise. C'est-à-dire de ne pas faire une histoire d'une sorte de progrès socialiste où en fait on aurait une sorte de vision assez linéaire des choses, mais de dire que l'histoire du socialisme, en réalité, c'est d'abord l'histoire de ces crises. Pour ensuite essayer de revenir dans un deuxième temps sur un certain nombre de choses qui sont importantes dans une perspective historique à rappeler, le fait que l'engagement socialiste, c'est d'abord une superposition d'engagements qui sont coordonnés, différents, et qui se superposent au fil des périodes. Donc, en réalité, il y a un renouvellement des engagements qui doit être pris en compte. Et enfin, dernière chose importante, après avoir vu cette superposition d'engagements différents, voir que le contenu du socialisme doit être remis dans une perspective historique. Alors d'abord, le fait que l'histoire du socialisme est d'abord une histoire des crises socialistes, et non pas de ses croissances ou de ses succès. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a été l'un des caractères fondamental de l'histoire du socialisme depuis 2 siècles, c'est l'idée d'une réflexivité qui est propre au mouvement socialiste, qui se revendique d'une science sociale et qui ambitionne la réalisation d'un projet politique, ce qui fait que le socialisme pose d'emblée l'idée d'un décalage entre ce qu'il proclame et les principes auxquels il s'attache et une société existante qu'il veut transformer. Et donc ça me semble extrêmement intéressant parce que du coup, ça veut dire que le socialisme doit toujours rester sur le fil du rasoir entre une ambition qu'il cherche à réaliser et une société qui est imparfaite.
et donc se met toujours en déséquilibre parce qu'il est toujours amené à se dépasser lui-même. Et donc, du coup, on peut avoir trois configurations possibles de crise. Une crise dans laquelle le socialisme serait en mesure de combler le décalage, parce qu'il est au pouvoir, par exemple, ce qui pose des problèmes particuliers. L'idée, deuxième chose, que la critique de la société existante est impossible, par exemple dans un contexte de répression profonde, et dans laquelle le socialisme n'a pas de prise sur la société telle qu'elle est. Et enfin, dernière chose, l'idée que le socialisme, les valeurs qu'il porte sont acceptées ou en voie d'acceptation par une grande partie de la population, ce qui pourrait être le cas finalement de ce qui s'est passé dans les 30 Glorieuses, par exemple. Donc, première configuration, le socialisme au pouvoir, le socialisme qui serait en mesure de combler le décalage entre son projet et la société existante, mais au risque de perdre toute ambition de transformation radicale. À mon avis, c'est le problème qui a dû se poser au moment où les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1981, pendant lequel le socialisme doit gérer des espoirs très importants, mais en même temps accepter aussi une part de déception vis-à-vis de ce qu'il n'est pas en mesure de réaliser ou ce qui en réalité n'a pas été réalisable. C'est la question qui a été posée en 1981-1983, c'est une question qui a aussi été posée en 2012 quand François Hollande est arrivé au pouvoir. C'est une question qui est en réalité ancienne. Elle a été posée en 1899, quand un socialiste a été nommé pour la première fois ministre du Commerce et de l'Industrie. Il y avait de très fortes attentes ouvrières, de transformation de la législation sociale, et après quelques mois, une très forte déception devant ce qui n'avait pas pu être réalisé, des espoirs qui auraient été déçus. C'est également ce qui s'est passé au moment du Front populaire en 1936-1937, c'est-à-dire une vague de forts espoirs populaires, mais qui n'ont pas forcément été réalisés. En quoi est-ce que ça, c'est important de revenir sur ces expériences historiques? C'est que ça montre que le socialisme doit toujours penser à gérer le décalage acceptable entre des espoirs qui sont nourris par le mouvement lui-même et ce que le mouvement socialiste fait quand il est au pouvoir, quand il est dans une situation de réalisation. Donc le socialisme au pouvoir, c'est gérer un écart acceptable. Deuxième situation qui nous concerne peut-être moins, c'est celui du socialisme clandestin qui ne peut agir publiquement sans risquer son existence même, ce qui lui permet de proclamer ses principes, de rejeter en bloc une société existante. Ça a été ce qui s'est passé dans les contextes où le Parti socialiste a été interdit. On pense à l'entre-deux-guerres, on pense aussi beaucoup plus tôt aux mois qui ont suivi la Commune de Paris. Dans cette situation-là, on a un socialisme qui peut proclamer des idéaux radicaux sans se soucier de la résonance vis-à-vis de la société existante. Et enfin, troisième configuration, le socialisme qui porte les valeurs de plus en plus acceptées par la société environnante, où l'écart entre le projet socialiste et la société est réduit par des conditions économiques et sociales elles-mêmes. C'est ce qui s'est passé, je le disais, dans les 30 Glorieuses, où en fait, il n'y a pas eu le socialisme en réalité n'a pas a perdu progressivement la part un peu, de renouvellement social de ces principes. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de revenir sur cette histoire du socialisme à partir de ces moments de crise, puisqu'en fait, à chacune de ces configurations correspondent des crises du mouvement et du Parti socialiste dans lesquelles on s'est interrogé sur l'incapacité du socialisme à renouveler ses principes. Et à mon avis, c'est extrêmement important de comprendre que ces moments de crise et la réflexion qu'ils suscitent sont les seules possibilités pour le socialisme de s'actualiser et en fait de reprendre cet équilibre délicat entre les principes qu'il proclame et la société existante. Et donc, aujourd'hui, rester socialiste, ça signifie, pour moi, déterminer le degré dans lequel cet écart reste pensable. Qu'est-ce qui est acceptable en fait de maintenir comme tension entre l'idéal qu'on veut mettre en avant et l'état de la société existante? Et je pense que le retour sur ces périodes historiques peut donner un certain nombre de clés. Donc ça, c'est le premier point, le fait que ce sont les crises du socialisme qui peuvent nous aider à penser la crise actuelle. Deuxième point qui me semble important, c'est de remettre les raisons de l'engagement socialiste dans une perspective historique. Pourquoi rester socialiste? C'est avant tout dégager les principes, les engagements qui se coordonnent dans le temps, mais qui sont différents. Être socialiste, par exemple, au début du 19e, dans les années 1830, c'est avant tout défendre un idéal républicain de liberté,
dans lequel, en réalité, les socialistes entendent renouveler une société existante en portant un certain nombre de revendications, comme le suffrage universel ou l'émancipation politique de la population dans son ensemble. Mais un idéal qui se renouvelle à la fin du XIXe siècle, être socialiste, c'est avant tout défendre un idéal républicain de justice et de transformation du capitalisme. Et donc, dans ce cas-là, on a une articulation entre ces deux exigences qui fait que l'idéal socialiste se renouvelle. Et quand on voit l'idéal socialiste de Jaurès, par exemple, on voit très bien comment son idéal articule une exigence de liberté qui est héritée de la plus grande partie du XIXe siècle, qui s'articule avec une exigence de transformation du capitalisme qui est plus récente. Et dans ce cas-là, on voit que les deux ne se contredisent pas, mais qu'en réalité, ils sont articulés de façon à constituer un engagement politique particulier. Et enfin, être socialiste, c'est défendre un idéal de justice sociale après la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, on voit que cet idéal-là se coordonne avec les deux autres. Et donc, en fait, ce sur quoi il faudrait réfléchir aujourd'hui, c'est le fait que être socialiste nécessite de trouver des strates nouvelles d'engagement qui s'articulent aux précédents, mais qui soient mieux adaptées aux enjeux contemporains. Est-ce que, par exemple, l'engagement écologiste doit s'articuler aux autres engagements précédents et comment le faire? Est-ce qu'il s'agit d'un engagement républicain? Est-ce qu'il s'agit d'un engagement pour une justice sociale différente? Donc, en fait, il faudrait s'interroger sur la strate que l'on rajoute aujourd'hui sur cet engagement qui, en réalité, est cumulatif. Et c'est là que le regard de l'historien est essentiel, parce qu'il permet en réalité d'établir un bilan nuancé sur des socles sur lesquels s'édifie le socialisme pour bâtir quelque chose de neuf. Voilà, donc ça, ce serait un deuxième ensemble d'interrogations après avoir réfléchi sur ce que veut dire aujourd'hui la crise du socialisme dans l'écart entre les principes et la société existante, s'interroger dans une deuxième phase sur les types d'engagements que peuvent porter aujourd'hui les socialistes qui s'articulent aux engagements précédents. Et enfin, dernier axe qui peut être important dans une perspective historique, c'est de considérer que l'engagement socialiste dépasse les simples engagements politiques, puisqu'en fait, les socialistes se revendiquent toujours d'une conception plus large du monde politique et social, et qui doit lui aussi passer par une actualisation constante. Le socialisme se définit également comme une culture, et pas seulement comme un engagement politique, c'est-à-dire comme un renouvellement des individus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il peut apporter par exemple l'effort sur l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui a été un des fondements de l'engagement socialiste. Là aussi, il faut essayer de réfléchir sur la façon dont on actualise cette conception du socialisme comme culture. Deuxième chose qui est importante, c'est le socialisme comme conception du social, c'est-à-dire que c'est une des constantes qui a émergé depuis les origines du mouvement socialiste. Et là encore, il faut actualiser cette conception. Donc, en conclusion de cette présentation extrêmement rapide, être socialiste, ce serait donc avoir conscience à la fois que la crise nourrit la réflexion et qu'elle doit également participer à une réflexion sur des valeurs qui se cumulent et qui s'articulent les unes avec les autres. Et dernière chose, c'est que la question qui du coup permet d'être posée n'est pas seulement de savoir pourquoi être socialiste, pourquoi rester socialiste, mais la question c'est aussi comment être socialiste, c'est-à-dire dans ces engagements, dans ces valeurs, c'est comment les mettre en place dans contexte particulier. Voilà. Merci beaucoup. C'est une synchronisation parfaite entre la fin de cette introduction et l'arrivée de notre troisième invité. J'aurais des questions et des remarques, mais je vais tout de suite vous laisser la parole, peut-être pour Valérie Bravo et Emmanuel Morel, pour que vous puissiez vous présenter aussi également le diagnostic que vous faites de cette double crise à la fois idéologique et institutionnelle du socialisme, et vous expliquer ensuite dans un deuxième temps pourquoi vous restez socialiste l'une et l'autre et pourquoi vous restez au Parti socialiste l'une et l'autre. On va essayer de bien répondre sur savoir pourquoi on reste au Parti socialiste. Merci beaucoup pour ce chat, en tout cas cette séance de discussion qui effectivement, moi j'ai tilté comme vous sur pourquoi rester socialiste. Évidemment, le terme rester a
son importance dans le choix de cette séance. Donc, j'essaie de décliner avec 3 axes qui rejoignent un peu ce que vous avez dit, notamment sur la construction par strate. Au fond, il n'y a pas une seule définition. Je pense que, effectivement, le mot socialisme a gagné sa vigueur aujourd'hui. Ça, au cours des 10 dernières années. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que sa définition serait remise en cause? Et puis, est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui? Alors, par rapport à tout ce que vous avez dit, je ne vais pas reprendre, mais il y a un point sur lequel je voudrais peut-être ajouter, c'est que dans cette définition, il y a aussi un mot de méthode. Si on s'appuie sur la définition de Jaurès, que tout le monde connaît, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, il y a quand même la phase de comprendre le réel. On a un peu toujours tendance à oublier, alors même si cette citation, on l'utilise à dessein assez fréquemment, comprendre le réel, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il y a une vraie démarche, une méthode, c'est presque une démarche un peu scientifique, de se dire, dans le fond, c'est quoi le réel? Et ça rebondit un peu sur ce que vous disiez aussi, de dire, si on invente une nouvelle strate aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de bien comprendre ce réel? Pour moi, c'est une méthode, donc il y a à la fois l'objectif, mais il y a la méthode, c'est analyser, c'est être en capacité de véritablement intégrer l'ensemble des facteurs qui expliquent ce réel. Or, parce qu'on est embarqué dans un idéal, on a un peu tendance à l'oublier. Et du coup, ça crée, bien entendu, je ne sais pas, c'est ce que vous disiez sur comment on gère la distance entre, dans le fond, un idéal et puis une réalité, et quelle est la distance acceptable le plus élastique de Gaspard. En fait, ce que vous disiez est très juste. Mais on a quand même un peu tendance à oublier cette partie-là, à la fois pour nous-mêmes, c'est-à-dire dans la manière de gouverner, qui est quand même extrêmement importante, et à la fois même dans la définition de l'idéal, en tout cas du chemin pour atteindre cet idéal. Et donc, cette étape-là, pour moi, elle est indispensable, et je reconnais que c'est beaucoup plus difficile que à droite, où on défend des acquis, et dans le fond, des mouvements populistes qui ont une phase de je détruis tout, je casse, ou je renverse la table. Il n'y a pas cette démarche intellectuelle qui est ingrate parfois, qui nécessite d'avoir une démarche presque scientifique et qui est, dans le fond, balayée par l'idéal qu'on devrait promouvoir. Alors, est-ce que ça suffit à expliquer que les Français n'aimeraient plus le Parti socialiste, qu'ils n'aimeraient plus les socialistes? Je crois que, comme ce qui a été dit précédemment, il y a dans l'histoire des socialistes, du Parti socialiste, du socialisme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est effectivement une histoire de rebondissement, peut-être plus que de coup de théâtre, d'échec, mais plutôt de rebondissement. On a vu, en 93, les parlementaires se sont insultés. On a vu aussi, ça va pas aujourd'hui, en 56, dans les années 60, puisqu'on fustigeait l'expérience du gouvernement de Guy Mollet. Et puis, si on remonte bien avant, dans les années 1920, parce qu'on va bientôt célébrer le centenaire du congrès de Tours, je vais pas, voilà, ces crises-là, elles existent au sein du Parti socialiste. Plus récemment, si on regarde sur les 15 dernières années, la fracture est mieux autour de la question européenne. Une question d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à bien trancher, toujours pas d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années. Et dans le fond, de savoir s'il faut continuer à défendre une ligne pro-européenne, est-ce que ça va à l'encontre ou est-ce que c'est inscrit au sein de l'idée du socialisme? Moi, je suis à penser que c'est le cas, mais je sais que certains de mes camarades ne penseront pas forcément toujours la même chose. Et puis, au-delà de l'idée socialiste, il y a l'idée du Parti socialiste, qui est un petit peu différent, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Alors là, je verrai 4 faiblesses qui expliquent l'affaiblissement qu'on a vu au cours des quelques années. Il y a d'abord un affaiblissement structurel depuis 20 ans, c'est-à-dire que quand la gauche, le Parti socialiste, mais plus généralement la gauche, ne produit pas d'idées, c'est ce que vous disiez sur votre étape à venir, votre prochain étage,
quand la gauche ne produit pas d'idées pour répondre aux défis du siècle, que ce soit écologique, numérique, les nouveaux droits, comme vous avez rappelé tout à l'heure que c'est sur la République que s'est construit le Parti socialiste et après la question sociale, quand on ne réfléchit pas à ces nouveaux droits, dans le fond, on signe sa propre mort. Parce que autant la droite est là pour défendre des intérêts qui soient catégoriels, économiques et autres, autant la gauche ne peut compter que sur elle-même et sur ses idées. Et si elle fait l'économie ou par fainéantise, on ne sait rien, quelles sont les raisons, mais si elle ne produit plus d'idées, c'est une véritable faiblesse structurelle. Ensuite, il y a la faiblesse conjoncturelle qui, pour moi, est intervenue, je vais être peut-être un peu sévère, mais c'est pas grave, dans la constitution même du gouvernement en 2012, et qui ne s'est pas faite avec le Parti socialiste. Ce qui était peut-être un comble, puisque celui qui accède à l'Élysée a été pendant 10 ans premier secrétaire du Parti socialiste. Ça ne s'est pas fait dans le fond, ce qu'on peut voir dans d'autres démocraties comme en Allemagne, où le chancelier est forcément obligé de négocier une majorité. Là, ça ne s'est pas fait avec le Parti socialiste, qui du coup, ça a créé très rapidement une rupture. Alors certains ont appelé ça les frondeurs. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que accéder au pouvoir quand on est socialiste, et dans le fond, ne pas le faire avec son parti, tôt ou tard, ça crée une rupture qui se paye cher. Alors, on a été quelques-uns avec Yann Galu, Alexis Bachet, puis Karine Berger à faire. On avait tenté une motion de rattraper les deux blocs. Bon, on a fait 10%, ce qui était largement insuffisant pour qu'on puisse réconcilier ces deux blocs. Ensuite, le troisième point, c'est une faiblesse organisationnelle. Je pense que la question du renouvellement des cadres au sein d'un parti est extrêmement importante. Et puis, les législatives de 2017 ont été très sévères pour un certain nombre de nouveaux députés qui se sont fait battre et qui, à mon avis, créent un problème de ressources humaines pour le Parti socialiste. Et enfin, ce que je qualifierais peut-être d'une faiblesse de volonté d'élargir sa base sociale. On s'adresse, au fil du temps, on a réduit l'audience ou le public auquel on s'adressait. Et on peut dire, les enseignants, les urbains, les classes moyennes et intellectuelles. Mais du coup, cet esprit de conquête, qui est la force d'un parti, la jeunesse de reconquête via les catégories plus populaires, ça, c'est cette volonté-là. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas historienne, mais je ne sais pas si dans les précédentes histoires du Parti socialiste, il y avait véritablement cette volonté d'élargir la base. Ce qui est sûr, c'est que là, on l'a perdu et que du coup, ça a évidemment des conséquences. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, vous allez me dire, si je vais bien répondre à la question initiale, pourquoi rester au PS? Je n'ai pas oublié le mot rester. Bon, moi, j'y suis au PS, je suis depuis 20 ans. J'ai souhaité, quand je suis devenue présidente de groupe en 2018, que le groupe retrouve le nom socialiste. On peut toujours être socialiste, c'est autre chose, hein, mais depuis l'histoire qui existe, enfin, depuis qu'un groupe socialiste existe à l'Assemblée nationale, ce qui remonte à quelques années, il y a toujours eu le mot socialiste, socialiste républicain, socialiste assermenté, socialiste démocrate, toujours le mot socialiste. Et là, il y a une petite parenthèse, il n'y avait plus le mot socialiste, donc on s'appelle de nouveau socialiste apparenté. Ce qui fait que moi j'y tenais vraiment, d'ailleurs je l'avais annoncé à mes collègues lorsqu'il y a eu l'élection, parce que je considère qu'on a une histoire, on s'inscrit dans une lignée, on est peut-être minoritaire, mais enfin on est quand même le deuxième groupe d'opposition au sein du Parlement, parce que tout le monde a un peu tendance à oublier et à faire en sorte, peut-être qu'on est balayé là-dessus, mais enfin on compte un peu plus de 100 parlementaires, ce qui fait que nous sommes la deuxième force d'opposition du Parlement. Je le rappelle parce que si je ne le rappelle pas, il y a beaucoup de gens qui le rappellent. Et ce qui fait que cette force-là, elle s'appuie à la fois sur un héritage et elle doit aussi porter une volonté de conquête. Et cette volonté de conquête a toujours existé au sein du Parti socialiste. Je pense aussi que, contrairement à ce qui s'est passé en 2017, avoir des organisations politiques durables, stables, ça ne veut pas dire immobile.
Ça veut dire qui s'appuient à la fois sur un passé et qui ont une capacité à se renouveler. C'est pour moi important. Sinon, les aventures individuelles, telles qu'on a vu celle qui s'est produite en 2017, je pense que ça déstructure les institutions, et qui dit déstructurer les institutions abîme la République. Alors qu'on aura l'occasion d'aborder ce point-là, mais ça rejoint le premier point qui était la genèse de création du Parti socialiste. Enfin, sur le fait de rester au sein d'un groupe socialiste, quand on débat à l'Assemblée nationale, on est tout de suite identifié. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais on fait partie des deux groupes qui ont une identité. Qui ont une identité sur les questions sociales, qui ont une identité sur les questions économiques. Cette identité, elle nous dépasse. On n'en est pas propriétaire, on en est les vecteurs aujourd'hui, elle nous dépasse. Et ça, c'est à la fois une forme aussi de confort quand on se pose dans le débat, mais c'est indispensable pour qu'il y ait de la clarté dans le débat politique. Et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on compte 9 groupes. Je mets au défi vos spectateurs, peut-être même vous-même, de les citer. 9 groupes, c'est jamais vu. Bon, il y en avait 10 jusqu'à vendredi dernier, il y en a plus que 9 depuis vendredi dernier. C'est pas lisible. On reproche aux Français on constate que les Français ne vont pas voter, mais quand il y a 9 groupes, comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? C'est un débat politique qui, dans le fond, est abîmé par absence de clarté. Et je pense qu'avoir cette fidélité, en tout cas cet ancrage dans le Parti socialiste, en tout cas, nous permet, je le vois aussi comme une forme de respect vis-à-vis des Français et puis, bien sûr des électeurs, mais de dire on s'inscrit dans une forme de clarté, même si ça n'empêche pas qu'on puisse nous faire des reproches, surtout qu'il va clarifier une position sur un certain nombre de choses. Mais au moins, on dit qui on est, contrairement à d'autres qui peut-être avancent le coup masqué. Merci beaucoup. On va garder un peu de temps pour la discussion entre vous et puis avec les spectateurs. Je vous laisse aussi vous faire des remarques sur ces interventions. Oui, mais je note quand même que nous sommes dans un moment paradoxal. Parce qu'en effet, il y a une crise du socialisme, une crise des partis socialistes et des partis sociaux-démocrates en Europe. Mais je trouve que le paradoxe, c'est que le socialisme démocratique comme idéal et comme méthode n'a jamais été finalement autant d'actualité, autant pertinent dans l'histoire des 100 dernières années. Quand on regarde les choses, on n'a jamais eu autant d'inégalités, on n'a jamais eu autant de concentration du capital, on n'a jamais eu autant eu de dérégulation. Et donc, un mouvement qui s'est construit précisément sur la coopération plutôt que la compétition, sur la régulation, donc la déréglementation, sur la souveraineté, bref, sur tout ce qui fait qu'on a adhéré au Parti socialiste, ou qu'on a adhéré à l'idéal socialiste il y a des années, pour moi c'était il y a plus de 25 ans maintenant, c'est le paradoxe du moment, je trouve. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir. Je pense que le socialisme a encore de beaux jours devant lui. Mais en revanche, il y a incontestablement une crise des organisations social-démocrates et socialistes qu'on pourrait qualifier en 3 points. D'abord, c'est en effet une crise idéologique. Ce qui s'est passé, c'est que les partis sociaux-démocrates européens n'étaient pas suffisamment armés face à la nouvelle dynamique du capitalisme, face à ce qu'on peut appeler, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est un grand philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit des livres remarquables sur la société de l'accélération. Et les partis socialistes ont été comme tétanisés par rapport à cette nouvelle dynamique. D'autant plus qu'il y avait un matraquage médiatique qui était lié à l'arrivée au pouvoir de Reagan, de Thatcher et de leurs épigones, qui martelaient sans cesse, jour après jour, qu'on était passé dans un nouveau monde. Et là, il y a une forme de tétanie, d'autant plus que le message traditionnel des partis socialistes, qui se concevaient dans des États-nations, et que là, tout d'un coup, on se rendait compte face à une globalisation financière et ce qu'on appelait la mondialisation libérale,
que leur solution d'hier n'était plus vraiment pertinente. Normalement, l'Europe aurait dû être l'espace pertinent pour répondre. Mais la vérité, c'est que les dirigeants de l'époque ont été incapables d'imaginer une réponse européenne à toutes ces problématiques. J'en veux pour preuve quelque chose qui m'avait très frappé quand j'étais jeune homme. Ça veut dire que c'était il y a longtemps. À la fin des années 90, vous avez 13 dirigeants sur 15 européens qui sont des sociodémocrates, des travaillistes ou des socialistes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Non seulement il ne se passe rien, mais en plus, beaucoup se convertissent à ce qu'on appelait le social-libéralisme à l'époque. C'était la troisième voie, celle de Schröder, celle de Blair. Le Parti socialiste français à l'époque, c'était Jospin, a résisté un peu. Mais la vérité, c'est qu'au niveau européen, ça a abouti sur le traité d'Amsterdam, le traité de Nice, c'est-à-dire des catastrophes pour tous les socialistes authentiques qui rêvaient d'un projet européen qui valorisait la coopération plutôt que la compétition, la protection plutôt que le libre-échange généralisé, etc., etc. Et donc, cette crise, alors il y a une évolution social-libérale, mais je crois que le pire finalement, c'était moi ce que j'appellerais le social-défaitisme. C'est-à-dire, en fait, des dirigeants de gauche qui anticipent un rapport de force défavorable, parce que le monde syndical est moins bien organisé, parce que le mur de l'argent est encore plus fort, parce que le capital circule plus vite, et qui se disent « on ne va pas y arriver ». Et donc, ça se traduit aussi par une défaite culturelle. Le début du XXIe siècle, c'est le début où des dirigeants de gauche européens, et notamment français, commencent à adopter le langage des néolibéraux. Je vous prends 3 exemples. C'est au début du XXIe siècle que les dirigeants socialistes français commencent à dire « charge » au lieu de cotisation sociale. C'est à ce moment-là, pour la plupart des dirigeants, je pourrais les citer un par un, parce que là, moi j'ai beaucoup de mémoire, c'est le moment où les gens commencent à dire client plutôt que usager. C'est le moment où des socialistes, pour faire savant, parlent de gouvernance au lieu d'action politique. Et cette contamination du vocabulaire libéral, ça en dit long finalement sur cette conversion ou cette résignation par rapport au rouleau compresseur du cycle libéral qui a été ouvert dans les années 80. Après, il y a aussi, donc ça c'est la crise idéologique qui perdure, il y avait aussi une crise que je qualifierais de stratégique et de sociologique. Crise stratégique, c'est qu'il y a des dirigeants qui commencent à se dire, finalement, comme la classe ouvrière a été déçue par nous de plus en plus, comme les gens qui votent, et c'était vrai au début du XXIe siècle, c'est encore plus vrai aujourd'hui, ce sont les gens qui sont intégrés, qui sont les cadres moyens supérieurs, finalement, on va regarder vers le centre plutôt que de s'occuper de ces catégories sociales qui, de toute façon, nous abandonnent et se réfugient vers l'abstention, voire vers le vote extrême. Et ça, c'était le nouveau centre de Gerhard Schröder, totalement théorisé, mais ça a été théorisé aussi. Le New Labour de Tony Blair, c'est exactement pareil, c'était théorisé aussi par les Français. Et souvenez-vous, on avait une polémique autour d'un rapport qui avait fait grand bruit, qui s'appelait le rapport Terranova. Terranova n'a rien à voir là-dedans, puisqu'en fait, il décrivait un processus qui montrait que les mouvements socialistes, les mouvements progressistes européens, rêvaient d'une nouvelle alliance où c'était d'un côté ce qu'ils appelaient les minorités, et notamment il y avait ces sortes de fantasmes par rapport à un électorat de banlieue qui viendrait naturellement vers le mouvement socialiste, et les CSP+, qui étaient connectés, qui étaient bien intégrés dans la mondialisation, qui étaient progressistes. Et cette substitution du terme progressiste au terme socialiste, alors là, pour le coup, j'ai les noms, et la liste est très longue, elle a abouti à quelque chose un décrochage encore plus spectaculaire des classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés qui restent majoritaires dans la population active, qui restent majoritaires dans l'électorat. Et cette crise sociologique, elle s'est traduite par quelque chose de particulièrement spectaculaire, c'est-à-dire que le Parti socialiste était censé être un cash-roll parti, un parti attrape-tout, et qu'à la fin, il attrape plus grand monde. Et alors, ça s'est traduit, et ce flirt avec la marginalité électorale s'est traduit notamment à la dernière élection présidentielle, mais finalement, ça n'est qu'une queue de comète d'un processus qui est commencé depuis longtemps. Donc, moi, je pense qu'il faut repartir de la sociologie. Voilà. Et que si on est sincère dans notre engagement socialiste, et c'est notre cas ici, j'en suis sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales des gens
qui constituent le corps central de la société, c'est-à-dire les ouvriers et les employés. Et donc, ça a des conséquences programmatiques sur la centralité du travail, sur le fait que les salaires, c'est un débat majeur, sur les services publics, sur la régulation des flux financiers, bref, tout ça, ça découle de ce pari sociologique, de cette stratégie sociologique dont je parlais à l'instant. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas resté au Parti socialiste, même si je me sens intensément, profondément socialiste. C'est qu'à un moment, il y a quand même la confrontation avec l'exercice du pouvoir. Jospin, c'est le dernier dirigeant socialiste au pouvoir qui arrive, malgré tout, en dépit de certaines défaillances, certains échecs, à maintenir un équilibre. Un équilibre entre ce que lui appelait la modernité, hein, et puis les fondamentaux socialistes, c'est-à-dire la distribution des richesses, c'est-à-dire le partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs. Parce qu'en fait, c'est ça, le socialisme. Hein. C'est une idéologie du partage. On partage les pouvoirs, c'est la démocratie, notamment la démocratie de l'entreprise, et pas seulement la démocratie politique. C'est le partage des savoirs, c'est-à-dire le primat donné à l'éducation nationale, et le partage des richesses. Or, de ce point de vue-là, le quinquennat de François Hollande est une rupture absolument majeure par rapport à notre mission historique. Et je ne vais pas refaire l'histoire du quinquennat, ça serait trop long, mais dès le début, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas juste la fin, c'est dès le début, il y a un pari qui est fait, qui est de dire on va donner plein d'argent aux entreprises, on est déjà dans la théorie du ruissellement, sans aucune contrepartie, puis vous allez voir, ça va relancer la machine. Ça n'a pas relancé la machine. Mais là où les choses se sont aggravées, c'est qu'on finit par la loi travail, qui d'ailleurs préfigure les ordonnances Macron, qui aboutit à une précarisation des salariés, notamment les plus faibles, et c'est la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier que vous avez un gouvernement qui se dit socialiste et dont les conditions de vie des salariés les plus modestes ne se trouvent pas améliorées à la fin. Parce que quand même, je sais qu'on a beau, tout le monde, il est bon ton de critiquer François Mitterrand, et notamment son premier septennat, et la déception qui s'en est suivie. Enfin, quand on regarde comment les conditions des salariés à la fin du premier septennat de François Mitterrand, je me suis dit, c'est pas rien. C'est des réformes sociales qu'on n'a jamais faites depuis 1936. Et même Jospin, sur lesquels on pourrait dire beaucoup de choses, notamment sur sa politique de privatisation, quand il finit son mandat, il y a eu les 35 heures, il y a eu la SAMU. Là, pour le coup, à part quelques mesures, mais vraiment, je suis sûr que Valérie pourrait me les rappeler, mais qui sont quand même très faibles, la vérité, c'est qu'on n'a rien fait pour l'amélioration des conditions de vie des salariés. Donc ça, moi, ça a été une souffrance, une blessure. Puis la deuxième chose, qui a été une souffrance et une blessure, c'est que le Parti socialiste, par la voix de son Premier ministre de l'époque, abandonne ce qui a été vraiment fondamental dans la stratégie du parti d'Épinay, c'est-à-dire la stratégie unitaire. Quand on théorise les gauches irréconciliables, quand on dit qu'il y a des gens à gauche à qui je ne veux plus parler parce qu'ils ne sont plus comme nous, déjà on se condamne à la défaite, c'est ce qui s'est passé, et en plus on rompt avec une histoire séculaire qui est faite, certes, de rapports de force, mais qui a quand même toujours le même objectif, qui est celui du racisme. À partir du moment où il y a ces deux choses, cette blessure, la blessure d'un militant, hein, moi franchement, je l'ai vécu très douloureusement, et ça m'a causé bien des états d'âme, mais à un moment, ce qui compte, ce n'est pas les états d'âme, c'est les états de service. Et moi, j'ai estimé que pour être utile au socialisme démocratique, auquel je crois, et dont je viens de rappeler la pertinence, mais on pourrait y revenir, ben, le mieux, c'était de franchir un cap, de tourner la page, et d'essayer, avec d'autres, de contribuer à l'approfondissement de cette doctrine. Je me sens totalement fidèle à l'histoire du Parti socialiste et à l'histoire des grands socialistes, des grands théoriciens du socialisme. Je me sens totalement à l'aise dans mon itinéraire, et c'est vrai que j'ai fait ce constat un peu triste d'un appareil qui était quand même très affaibli et qui, dans l'exercice du pouvoir, avait fait un choix qui était un choix, à mon avis, incompatible avec nos valeurs et nos principes. Je reprends Valérie sur un point, juste un point. Elle dit la droite, elle, défend des intérêts. Mais moi, je pense que la gauche aussi, elle défend des intérêts. Et peut-être qu'un de nos problèmes, c'est qu'on passe notre temps, on a passé notre temps, dans les dernières décennies, à parler des valeurs de la gauche, mais jamais des intérêts des gens qu'on défend. Les intérêts des gens qu'on défend, je m'excuse, c'est concret. Hein, c'est concret en termes de salaire, c'est concret en termes de travail, c'est concret en termes de services publics. Et ça, à un moment, justement, c'est intérêt contre intérêt. Cette conflictualité, cet antagonisme, une partie de la gauche l'a abandonné. Et d'ailleurs, c'est par hasard si, et je finis par là,
le vote ouvrier s'est déplacé progressivement soit vers l'abstention, soit par exemple vers l'extrême droite, et on aurait bien tort de les culpabiliser, c'était une erreur fatale, là. C'est parce qu'il y avait cette impression d'indifférenciation entre la droite et la gauche. Et les gens avaient le sentiment que la droite et la gauche se battaient sur l'accessoire, mais étaient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la nature du système, profondément inégalitaire, mais ça tu le sais mieux que moi. Donc voilà, ça fait partie aussi du débat. Mais je finis quand même par un point très optimiste, et je reviens, je crois que jamais la doctrine du socialisme démocratique n'a autant été pertinent et d'actualité qu'aujourd'hui. Et ça nous donne la pêche pour continuer, en dépit d'une situation politique confuse, et encore plus confuse en ce moment, confrontée à une crise sociale d'une ampleur. Merci beaucoup. Je vous laisse réagir peut-être. Moi, j'avais plusieurs choses. Alors, il disait que il y avait une question fallait avoir la méthode, une méthode scientifique pour essayer d'agir sur le réel. Il faut déjà commencer par le comprendre, mieux le comprendre. La question que moi je me posais, c'est quel est le paradigme scientifique en fait qu'on adopte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'une des différences, si différence il y a, doit être constatée entre la droite et la gauche, c'est peut-être que la droite a une lecture qui est beaucoup plus économiste ou chiffrer des choses. Et je pense que la distinction, c'est que les socialistes ont l'objectif d'avoir une lecture sociale des problèmes qui se posent, d'avoir cette préoccupation-là. Et ça rejoint ce que disait Emmanuel Laurel, c'est-à-dire le fait qu'il faut essayer d'avoir une approche sociale, sociologique des problèmes et non plus uniquement comptable. Et je pense que ça, c'est extrêmement important sur la façon dont on comprend le réel. Et ça a des applications qui sont très concrètes. Quand on parle par exemple de réforme des retraites, avoir une approche sociologique, sociale du problème n'est pas la même chose que d'avoir une approche comptable. Et ça, je crois qu'il faudrait que les sociétés puissent réfléchir de façon plus accentuée sur cette question-là. Alors, peut-être que je vais... Mais je peux vous répondre peut-être au fil, oui. Alors, sur ce point-là, je vais vous donner un exemple, parce que je ne pensais pas aux approches économiques quand j'ai dit ça. Je me dis devant vous, là, qui êtes chercheur, je pensais plutôt aux approches sociologiques et de structure de la société. Et j'aimerais entendre beaucoup plus les sociologues sur ce point-là. Je vais prendre vraiment un exemple très concret. Alors, effectivement, qui rebondit un peu sur des questions économiques, mais quand même. On s'est interrogé pour savoir si entre 2008 et 2016, le pouvoir d'achat des Français avait baissé ou pas. C'est d'ailleurs ce que Emmanuel a dit, un bilan après 2008-2016, c'est deux quinquennats, celui de Sarkozy et celui de François. Et pour ceux qui aiment les maths, on regarde quels sont les vecteurs propres, c'est-à-dire les trois principales causes d'une évolution. Donc, il se trouve que le pouvoir d'achat a un peu baissé. 2008 et 2016. Est-ce que c'est dû à la crise qui fait que vous avez plus de gens au chômage? Est-ce que c'est dû à des changements de fiscalité ou de redistribution? Ou est-ce que c'est dû au changement de structure des ménages en France? Eh bien, le principal vecteur, c'est le changement de structure des ménages. Et ça, c'est abordé nulle part, sauf dans les études de l'INSEE. Mais comment on définit et pourquoi ce changement de structure des ménages? Parce que vous avez de plus en plus de familles monoparentales. Donc, vous êtes une famille monoparentale, vous n'avez pas de mutualisation de loyer, vous payez votre abonnement EDF, enfin, électricité, etc., etc. Il se trouve que la France est un cas particulier dans cette situation, qui vit cette situation par rapport aux autres pays européens. Moi, j'aimerais que vous me disiez pourquoi. Qu'est-ce qui fait que la France est dans cette situation, que les sociologues expliquent pourquoi la France plutôt que d'autres. Et ça, on voit que ça a des conséquences économiques et sociales. Mais je ne suis pas partie de la conséquence économique et sociale. J'aimerais comprendre la structure. Et ce n'est pas pour porter un jugement sur savoir si on se marie plus ou moins que les autres pays. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé
sur cette décennie 2008-2016, qui fait que si en 2016, la structure de la population française avait été celle de 2008, il n'y aurait pas eu de baisse de pouvoir d'achat. Donc c'est un levier qui est extrêmement puissant, sur lequel alors peut-être que je n'ai pas assez d'études de sociologue, ça c'est vrai, sur lequel je n'ai rien vu, en tout cas qui a été suffisamment vulgarisé dans la presse pour qu'on puisse s'en saisir. C'est ça comprendre le réel mouvement. C'est comprendre cette structure, cette dynamique de la société qui, dans le fond, a des conséquences multiples. Je vais rebondir sur un point. Quand l'impôt sur le revenu a été créé et qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on dit qu'il sera familialisé, c'est-à-dire qu'on vous le calcule par ménage, c'est parce que les femmes ne travaillaient pas, et dans leur grande majorité, et que du coup, voilà, ce qui comptait, c'était le noyau familial. Et depuis, ça a évolué, et là, personne ne dit rien. Et c'est une question vraiment de structure de la société. C'est ni une question économique, ni une question sociale, mais qui effectivement a des répercussions économiques et sociales. C'est ça que je veux dire comprendre. Je dis que c'est une approche presque scientifique pour vraiment l'intégrer. Si quelqu'un a la réponse, je suis vraiment preneuse. Voilà, je lance un appel vers votre chat. Si quelqu'un a la réponse, je suis vraiment preneuse. Est-ce que je pourrais juste une remarque sur le rapport entre les sociologues et disons, le Parti socialiste. Moi, je vais donner un exemple. Il y a une tendance dans la jeune génération, dans la société en général, et je sais que non, mais c'est pas grave. Il y a une critique en fait du salariat qui existe par exemple dans la génération et qui n'est pas du tout une critique de la protection, de la manière dont la protection sociale s'est conçue avec le salariat. Et donc il y a un phénomène que l'on constate qui s'appelle le portage salarial et qui consiste en gros à avoir le statut de l'indépendance, c'est-à-dire sortir du lien de subordination qui est créé par le salariat, parce que les socialistes ont toujours combattu tout ce qu'elle reste, tout en ayant la protection sociale et de participer à la protection sociale. Ça, c'est un phénomène qui existe, mais c'est un phénomène que certains sociologues ne voient pas. Certains sociologues ne voient pas. Et ces sociologues, c'est pas plus un symptôme qu'autre chose, c'est les sociologues qu'on retrouve auprès du Parti socialiste. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus intéressants dans la défense politique qu'ils font de certaines idées portées par le Parti socialiste que dans la lecture du réel qu'ils proposent. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose des effets sur le champ sociologique de la promotion qui est faite par le Parti socialiste de certains sociologues qui ne remplissent plus du tout leur rôle d'observateur du réel, en fait, de traducteur du réel, mais qui remplissent un rôle de béquille dans la défense politique ou de certaines politiques qui sont portées. Donc, je suis tout à fait d'accord, enfin, je pense que on est tous d'accord ici sur le rapport entre les sciences de la société et le socialisme et le nouage qui doit se faire, et je signale quand même, parce que c'est mon directeur de thèse qui a écrit un livre, Bruno Karsanti, Socialisme et sociologie, le programme exact du livre, mais ça va dans les deux sens. Oui, il y a un travail qui est pardon, je te laisse. Non, c'était juste pour ajouter que par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le Parti socialiste avait à un moment donné perdu le sens de son assise électorale et des gens auxquels il pouvait s'adresser, je pense qu'il y a la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la lecture que les socialistes ont du social est si claire? Est-ce que c'est tellement l'analyse en fait que l'on fait de la société permet de dégager une idée nette des personnes auxquelles le Parti socialiste peut s'adresser, les intérêts qu'il défend. Vous disiez, et à mon avis, la question elle n'est pas résolue. Ben moi, je crois que c'est en fait. D'abord, il faut quand même s'entendre quand on dit comprendre le réel. Quand on lit le texte de Jaurès en entier, les choses sont un petit peu plus ambivalentes parce que le réel, ça n'est pas univoque. Ça n'existe pas, la réalité en soi, le réel en soi. Sauf peut-être dans la définition de Lacan, qui est intéressante, qui dit que le réel, c'est ce contre quoi on se colle. Mais la vérité, c'est qu'un dirigeant politique, le réel, il le regarde aussi avec une grille de lecture. Précisément, puisqu'on n'est pas des spécialistes de sciences sociales, on est des militants politiques. Et par exemple, ce qui était très à la mode dans les dernières décennies, c'est les dirigeants qui jouaient aux sociologues et qui nous expliquaient mais il n'y a plus de classe sociale. Il n'y a plus de classe sociale parce que les mutations du travail ont débouché sur une atomisation du marché du travail et donc
la disparition de la conscience de classe, et donc on va en tirer des conséquences politiques, c'est-à-dire on tourne le dos à un certain nombre de fondamentaux, notamment les politiques économiques et sociales. Mais on aurait pu prendre la chose à l'inverse, et dire oui, c'est vrai, la conscience de classe, elle s'est étiolée, ça c'est incontestable, mais pour autant, il y a plein de gens qui continuent à avoir les mêmes intérêts objectifs. Parce que, et c'est là que je m'inscris un peu en faux dans ce que vous dites, il y a des intérêts objectifs entre les ouvriers, les employés, les petits patrons, les fonctionnaires, notamment les petits fonctionnaires, face à la rente, face au capital. Parce que s'il y a bien des choses, pour le coup, qui se vérifient sur les trucs plus familiales, moi je connais que les travaux de Todd, qui sont intéressants d'ailleurs hein, sur cette histoire, mais qui ne répond pas en effet à la question. Mais si un truc est, pour le coup, là, réel, supposer que ça existe vraiment, c'est quand même les inégalités de patrimoine, les inégalités de richesse, qui là, ça c'est incontestable. L'avantage des travaux de Piketty, même si c'est parfois partial et partiel, c'est que ça l'a démontré de façon magistrale. Donc il faut faire attention quand même, sous prétexte de complexification du monde, on en arrive à oublier des choses absolument fondamentales. C'est ce que je pense. Après, si on regarde l'approche comptable, je ne sais plus qui parlait de l'approche comptable, mais je crois que les socialistes sont devenus des spécialistes de l'approche comptable. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que comme il y a cette idée reçue selon laquelle, quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils ne prennent pas suffisamment en compte les réalités parce que c'est des rêveurs et des idéalistes. Il y a plein de socialistes qui se sont auto-censurés, voire même qui se sont qu'on a rajouté dans le côté comptable. Là, c'est pareil, la liste est longue. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était surtout les socialistes qui emmerdaient le monde avec les 3% de déficit public, avec les critères de Maastricht. Enfin, c'est quand même ahurissant. C'est quelque chose d'ahurissant. Et là, je peux vous dire, de ce point de vue-là, le quinquennat a été éblouissant. Hein, c'est-à-dire que chacun joue à celui qui sera le plus rigoureux, le plus en phase avec les fonctionnaires de Bercy, dont on sait qu'eux se foutent pas mal des alternances, mais de toute façon, c'est eux qui quand même continuent à avoir le pouvoir réel, même s'il y a de temps en temps des députés qui les emmerdent, comme c'est ton cas, en allant directement là-bas, parce que c'est leur droit constitutionnel, que tout le monde ne le fait pas. Mais vous discutez avec n'importe quel ministre de l'économie et des finances, il vous explique ce que c'est de se confronter à une technostructure qui veut que rien ne bouge. Voilà. Et les socialistes se sont lovés là-dedans avec délice. Voilà, au point que vous avez, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, cette approche comptable, outre le fait qu'elle parle à personne, à part un petit groupe de gens, évidemment, elle désespère Billancourt, comme on disait avant. Mais je reviens à la fracture. Moi, je pense que la vraie fracture avec notre base sociale traditionnelle, c'est 2005. C'est-à-dire que là, ça commence à Maastricht en 92, mais 2005, c'est ce qui est le plus éclatant parce que vous avez une fracture très nette dans l'électorat de gauche et chez les militants de gauche aussi, entre ceux qui, parce qu'ils croient au pari européen, disent bon oui, c'est vrai, ce texte de 2005, ce texte de traité constitutionnel européen n'est pas satisfaisant surtout, mais c'est une avancée. Enfin, on a un discours par cœur, avec des slogans qui vont avec, et maintenant l'Europe sociale. Moi, j'ai fait 4 ou 5 campagnes européennes. À chaque fois, le slogan, c'était maintenant l'Europe sociale. Au bout de 20 ans, quand même, on se dit que ça fait le temps qu'elle arrive, quoi. C'est vrai, je peux ressortir les affiches. Hein. Ma première campagne aux européennes avec le Parti socialiste, de mémoire, c'était il y a très longtemps. C'était 94, je crois. Et maintenant, l'Europe sociale. On a repris le slogan en 2004, on a repris le slogan en 2014. Je sais, je l'ai écouté. Donc, mais là, il y a une fracture qui est très nette, une incompréhension. Et ce qui est grave, au-delà de la distorsion entre les discours et les actes, c'est que 2 ans après, on ne met pas en cause le traité de Lisbonne qui n'est que l'exacte copie du TCE. Et j'irai même plus loin, ce qui est encore plus grave et encore plus désespérant. Je parlais de social défaitiste tout à l'heure, c'est-à-dire ne même plus oser. 2012, on arrive au pouvoir. François Hollande s'est fait élire sur la renégociation du TSCG. Et vous parlez avec tous ces conseillers de l'époque, y compris les plus éminents qui aujourd'hui occupent des fonctions totalement éminentes, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans l'avion qui va à Berlin, tous les conseillers, ils ont préparé les petites notes pour dire voilà ce qu'on va renégocier. Voilà ce qu'on va essayer d'arracher à l'Allemagne, parce qu'on a le rapport de force pour nous. Et qu'est-ce que fait le président ? Fraîchement élu, il démissionne.
Il ne fait rien sur cette question. Et moi, je sais que la plupart de mes collègues au Parlement européen, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avez un rapport de force d'un président qui a été élu avec plus de 22 millions de voix. Vous avez vraiment un mouvement qui vous porte. Il est temps de remettre en cause des dogmes auxquels plus personne ne croit, notamment dans le sud de l'Europe. Et il ne le fait pas. Ah, ça, évidemment, ça accentue la fracture. Et quand on parle de lecture comptable, c'est quand même plus grave que ça. Ce n'est pas juste des gens qui jouent au bon inspecteur des finances. Non, c'est à un moment des gens qui sont convertis à une idéologie qui n'est plus la nôtre. Et cette fracture, elle est terrible et ne fait que s'accentue. D'autant plus qu'elle se double, c'est peut-être un point de la discussion importante. Un deuxième point, c'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire que quand je dis socialiste démocratique, j'insiste quand même sur le terme de démocratique, parce que normalement, dans le mouvement socialiste, il y a quand même ce pari fondamental que la souveraineté populaire, c'est elle qui décide toujours et qui n'est jamais démentie. Or là, pour le coup, c'est pas le cas. Et donc, ça crée de la frustration, ça crée du ressentiment, ça crée de la colère, et ça aboutit à la situation. Je propose qu'on laisse. C'est Arthur qui va s'occuper des. Oui, j'ai une question de Mathias Ullmann qui souhaitait parler, puis Quentin. Mathias, et puis après Quentin, et je vous propose qu'on prenne encore une question et qu'après on fasse une série de réponses. Super, merci, bonsoir à tous. Bravo d'ailleurs pour l'organisation, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent le temps ce soir de discuter du socialisme démocratique. Donc bravo à vous, et puis je vois en plus qu'il y a une fenêtre ouverte derrière, et ça me rappelle quand même tous les textes de motion que j'ai pu écrire pour les uns, pour les autres, où on écrivait qu'il fallait enfin que le Parti socialiste s'ouvre, et notamment ouvre les portes et les fenêtres. Blague à part, bravo, vous avez tous le masque, c'est aussi les responsables politiques, vous donnez l'exemple, c'est très bien. Emmanuel disait tout à l'heure, les gauches réconciliables, c'est un vrai problème. Je voudrais quand même juste rappeler que Emmanuel a théorisé et surtout mis en pratique les socialistes irréconciliables. C'est-à-dire qu'il a quitté le Parti socialiste, ce que je regrette énormément, parce que je trouve que c'est une personne qui a notamment le charisme, mais aussi la profondeur qui ferait un bien fou aux socialistes. Et je le regrette d'autant plus qu'il évoquait tout à l'heure 2005. Je travaillais à l'époque pour Laurent Fabius et moi aussi j'ai voté non. Et moi aussi j'ai considéré que c'était une fracture, une erreur, une faute politique. Mais j'ai regretté que Emmanuel parte, avec Jean-Luc d'ailleurs. Enfin, Jean-Luc est parti avant, mais ça a commencé à ce moment-là. Donc, les socialistes irréconciliables, ce n'est pas une bonne idée. Ma question est très simple. Vous avez parlé de sociologie, beaucoup de sociologie, c'était très intéressant. Valérie aussi, qui, elle aussi, a fait montre de profondeur, donc je la salue également. Je pense que ce n'est pas forcément la sociologie qu'il faut mobiliser ce soir, plutôt la philosophie politique. Et dans la philosophie politique, il y a un concept important qui est la définition même de la société. Et un de mes maîtres, Jean Leca, disait « La société, pour faire de la philosophie politique, la question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce qui tient la société ensemble ?» Vous avez parlé de beaucoup de choses, et je me suis frotté les yeux, j'ai bien vérifié qu'il y avait le petit icône live rouge en haut à droite. Enfin, on est quand même à quelques heures d'un crime immonde, immense, un tournant anthropologique et politique de premier ordre pour la société française. Je suis assez surpris quand même qu'on n'en ait pas plus parlé. Je ne dis pas du tout que la question sociologique n'est pas importante, parce que justement, on y répond. Le peuple de gauche, le peuple de France est obsédé en ce moment, à juste titre, par la question du qu'est-ce qui tient la société ensemble. Je déteste le syntagme vivre ensemble. Je préfère poser cette question-là, parce que c'est une question. Et donc, je vous la pose à vous, trois. Qu'est-ce qui tient la société ensemble et quel est le rôle que le socialisme démocratique peut tenir pour être fidèle à ses racines, fidèle à son histoire, pour faire tenir la France ensemble dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Merci Mathias. La question, Quentin, est-ce que tu veux poser ta question et après on aura Fontaine M et après je propose que nos invités répondent. Bonjour tout le monde. C'était pas forcément une question, c'était pour clarifier sur certains points par rapport à ce qui avait été dit par Monsieur Morel et par Madame Rabault. Si on regarde en fait, historiquement, le Parti socialiste à travers la SFIO, c'est pas du tout structuré à travers la recherche sur des sociologies. Si on regarde le débat du discours des deux méthodes,
en 1901 de mémoire, ou 1900, entre Jaurès et Guest, ils disent qu'il faut s'adresser à absolument tout le monde, même si évidemment on aura un électorat préférentiel. Jaurès pose 3 conditions, par exemple, pour l'accession au pouvoir. Il dit la lutte des classes, la proposition d'un idéal aux personnes les plus fragiles, là, et la conscience de classe des personnes exploitées. Et il dit qu'il faut travailler à l'émergence d'une conscience de classe, ce qui est repris par, ce qui est mis aussi par Marx, par Blum. Mitterrand va laisser tomber la question de la lutte des classes, mais il dit bien qu'il faut quand même travailler à la question de la bataille culturelle, de la bataille idéologique qui est théorisée par Gramsci. Je rejoins Emmanuel Morel sur la question des termes. Si les mots ont un sens, ils donnent aussi une direction à la pensée. Donc, il faut réfléchir effectivement à l'usage des termes. Par contre, il ne faut pas aller dans l'amalgame non plus aussi sur la question européenne. Quand j'entends que le traité de Maastricht est équivalent au TECE, non. À un moment, quand on regarde, il y a une évolution. Effectivement, il y a beaucoup de points qui sont repris, mais il y a une évolution. Le traité de Maastricht dispose notamment d'un droit de veto des parlements nationaux sur les décisions de l'Union. Il y a l'article 50 qui a été rajouté. Il n'y a pas de possibilité d'extension au niveau des compétences de l'UE, alors que c'était prévu directement dans le traité constitutionnel. Donc, ma question, je vais aller très simplement. On n'a pas véritablement défini qu'est-ce qu'être socialisme actuellement. On voit bien qu'il y a un clivage entre M. Morel et Mme Rabault. Je suis au Parti socialiste et très sincèrement, quand on voit les militants qu'on a au Parti socialiste ou à GRS ou dans toute la gauche en réalité, la plupart des militants ou des personnes qui vont se dire de gauche sont plus capables de définir le socialisme. Donc, pourquoi rester au Parti socialiste? Oui, mais qu'est-ce que vous mettez véritablement dans le socialisme? Merci. Merci Quentin. Eh bien, je vous proposerai 1 minute de réflexion à ce sujet à l'issue de la question de Marion Fontaine. D'accord, Fontaine M, c'est Marion Fontaine. Okay. Voilà, c'est ça. Bonsoir, merci évidemment pour 2 interventions et pour l'intervention d'Emmanuel Jousse, absolument passionnante. Ma question, elle porte sur une thématique qui a déjà été évoquée, sur laquelle vous êtes l'un et l'autre revenus. C'est la question des classes populaires, classes ouvrières, ouvriers. Les 3 termes ont été employés. Une question qui visiblement travaille le socialisme aujourd'hui sur le mode de la perte et de l'idée que le socialisme a perdu son substrat et sa base sociale. Et je voulais vous demander comment exactement se poser cette question. C'est-à-dire, il me semble que poser la question du rapport du socialisme aux classes populaires à la classe ouvrière, etc., bon, d'abord, ça suppose de réfléchir aux termes qu'on emploie, y compris celui de classe sociale. Ça suppose par ailleurs de réfléchir au moins, à mon sens, à 3 éléments. Je tomberai d'accord avec Valérie Rabault pour dire que c'est une question sociologique et que ça pose évidemment la question du rapport entre sociologie et socialisme, du rapport entre histoire et socialisme aussi, et que ça suppose évidemment d'avoir une définition qui n'est peut-être pas forcément uniquement les ouvriers sont ceux qui travaillent dans les usines, mais est-ce qu'il ne faut pas multiplier les points d'interrogation par les formes des structures familiales? Je pense que c'est tout à fait une question. Par la position dans le processus de production, par le rapport à l'État, par le rapport aux revenus sociaux. Enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui le socialisme, à la base des travaux sociologiques et historiques, définir ce qu'est aujourd'hui sa base sociale privilégiée, ce à quoi il s'identifie. La deuxième question, c'est comment est-ce que le socialisme gère les débats et les obscurités qui entourent aujourd'hui cette question. Est-ce que les classes populaires ont abandonné le socialisme et qu'est-ce que cela implique? Pourquoi elles l'ont fait? Est-ce que c'est uniquement une question d'intérêt et de non-représentation des intérêts matériels? Est-ce qu'il y a des questions morales et culturelles qui sont derrière?
est-ce que poser ce multiple questionnement, ça veut dire qu'il faut s'enfermer dans l'idée que d'un côté, il y a aujourd'hui des ouvriers, des classes populaires exploités socialement et qui ont des tendances conservatrices sur le plan culturel, et de l'autre côté, des élites intégrées et libérales, ou est-ce que les choses ne sont pas un peu plus compliquées que ça? Et est-ce que l'enjeu pour le socialisme, c'est pas peut-être de sortir de cette bipartition, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts parmi les élites, ça je pense que tout le monde le sait, mais il y a aussi des enjeux au sein des classes populaires relativement variés. Comment est-ce que, et la question elle est posée aussi aujourd'hui, le socialisme gère les nouvelles formes de fractures qui traversent aujourd'hui le monde social? La question du rapport aux identités en est une. Et enfin, ma troisième interrogation, elle porte et elle s'inscrit dans l'histoire longue du socialisme, c'est-à-dire que historiquement, le socialisme défend des groupes sociaux, c'est par ailleurs tout à fait exact, mais il assigne en même temps à ces groupes sociaux une position qui n'est pas une position de dominé et de victime. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le socialisme s'identifie et porte la voix de ce qu'il qualifie de prolétariat au XIXe siècle, c'est parce que pour lui, ce prolétariat industriel est l'avenir. C'est-à-dire qu'il me semble que la question, ce n'est pas simplement comment défendre les classes populaires, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, mais quelle place le socialisme leur assigne dans l'avenir et dans une vision de transformation sociale. Merci Marion. Je vous propose de laisser la parole aux personnes questionnées pour répondre. C'était déjà assez riche. Hein, donc voilà, je ne sais pas si on aura le temps de prendre une deuxième vague de questions parce qu'il ne nous reste que 10 minutes a priori. Je réponds très vite aux trois. Enfin, ce n'est pas que des questions, c'est aussi des interventions. À l'interpellation de Matthias Ullmann, il n'y a pas de socialistes irréconciliables. Il y a des socialistes qui suivent un chemin différent. Mais par contre, peut-être qu'il aurait fallu, et lui qui a été au cœur de la machine, qui s'interroge sur un parti qui, en 10 ans, perd Jean-Luc Mélenchon, perd Benoît Hamon, perd la sensibilité que je représentais, je ne parle pas de moi, et à qui ça ne pose pas de problème. Ça devrait poser un sérieux problème, c'est qu'on était sur un déséquilibre structurel qui ne cessait de perdurer. Mais je reviens sur la question essentielle, puisque à juste titre, Matthias Ullmann nous invite à parler de l'événement abominable qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Non seulement, alors déjà, par contre, j'ai une certitude, c'est que le socialisme ne survivra pas s'il n'est pas républicain. Pour moi, d'ailleurs, le socialisme, il doit être à la fois antilibéral et républicain, parce que ça va absolument de pair. La question, ce n'est pas tellement celle de vivre ensemble, c'est celle de vouloir vivre ensemble. Et comment on fait pour proposer une doctrine qui soit à la fois une doctrine de l'émancipation et aussi une doctrine de la coopération, de la solidarité. Donc là, on est sur des questions de philosophie politique, mais elle se construit dans l'opposition au libéralisme économique. Quand Mme Thatcher, elle dit la société n'existe pas, c'est qu'elle considère qu'en fait, il n'y a que des individus dans le grand bain libéral face à l'extension de la société de marché. Et qu'est-ce qui se passe? Un individu laissé seul, confronté au rouleau compresseur du libéralisme, qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroche à ce qu'il peut. Et souvent, ce qu'il peut, c'est une communauté réelle ou fantasmée, mais généralement d'origine ethnique ou religieuse. C'est pour ça que le libéralisme adore le communautarisme. Les deux vont absolument de pair. Et nous, comme nous sommes anti-libéraux, enfin, normalement au sens économique du terme, économique et social, et je crois qu'on doit opposer à la fois le message républicain et évidemment le message laïque. Et là aussi, sur la laïcité, il y a eu trop de renoncements, trop d'accommodements, trop de concessions. Il faut avoir une conception militante de la laïcité, il faut avoir une conception militante de cette extraordinaire singularité française qui fait que non seulement on défend la liberté absolue de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire, mais aussi, et ça c'est plus difficile à expliquer à des jeunes générations notamment qui sont, pas seulement, qui sont empreintes d'idéologie anglo-saxonne, mais aussi le droit de critiquer, d'être impertinent envers les religions, et même d'avoir peur de religion.
tant qu'il ne s'agit pas de s'en prendre aux croyants. Ça, c'est au cœur du débat d'aujourd'hui, et je ne doute pas un instant que la gauche se rassembler, à la fois pour ne pas tomber dans la surenchère que va essayer d'imposer la droite et le macronisme sur la question républicaine, mais aussi pour être suffisamment ferme et intransigeant pour désigner l'adversaire, l'islamisme, pour le caractériser. C'est un fascisme. Comme tous les fascismes, ils cherchent à diviser, ils cherchent à nuire à la cohésion sociale, ils cherchent à nuire à la cohésion nationale. Mais j'en reviens d'une certaine façon à l'autre question, enfin celle qui est soulevée par Marion Fontaine, ce n'est pas vraiment une question, c'est que cette segmentation de la société, le fait d'assigner les gens à résidence, ça empêche précisément ce qu'on appelle la conscience de classe. Moi, je ne veux pas lancer dans le débat philosophique très long, mais moi je crois qu'en tout cas notre but à nous, même si on voit bien que les choses sont moins évidentes d'un point de vue sociologique que ça l'était il y a un siècle, il y a quand même une homogénéisation des revendications que l'on doit permettre. Et c'est possible, parce que la réalité, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, en dépit de différences d'habitat, de conditions de travail, la vérité, c'est quand même il y a des conditions de vie et des conditions de travail qui sont relativement similaires. J'ajoute un point quand même sur le prolétariat et l'avenir. Moi, je considère, alors on ne l'appelle plus le prolétariat, mais disons que les classes populaires, ça reste l'avenir. Et c'est à ça qu'on doit évidemment travailler. Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes, c'était quand même un mouvement intéressant parce qu'il s'inscrivait dans une tradition française qui est la tradition de l'insurrection populaire face à l'injustice. Et ce qui était très intéressant dans la revendication des Gilets jaunes, au début du mouvement, qui était un mouvement majoritairement féminin, d'ailleurs, quand je me souviens des premières manifs, j'étais très surpris parce qu'on voyait ces femmes dont tu parlais, les foyers monoparentaux, les nanas qui étaient infirmières, qui avaient du mal à joindre les deux bouts, qui n'étaient pas en situation d'exclusion ou de décrochage, mais qui galéraient au quotidien et pour qui, évidemment, une taxe sur l'essence supplémentaire, c'était insupportable, d'autant plus que généralement, elles habitaient loin des centres-villes et tout ça. Et ben moi, ce qui était intéressant dans la mobilisation des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait à la fois une revendication de type social, avec cette passion d'égalité qui était intacte, et une revendication de type démocratique. Et on en revient à ce qui fait l'identité et le code génétique du socialisme français, qui est républicain et qui est aussi très lié à ces revendications démocratiques. Enfin, je finis juste un point sur le... Bon, je ne vais pas revenir sur le discours des deux méthodes, parce qu'évidemment, c'était un débat passionnant, mais comme était passionnant le débat aussi de Jaurès avec la FARC, hein, parce qu'en fait, il faut lier les trois débats qui étaient géniaux. Oui, c'est vrai, il y a une différence fondamentale entre Maastricht et le TCE. Je me bornais juste à dire que la question européenne avait fracturé progressivement l'électorat et qu'on n'avait pas été suffisamment attentif, voire même, on avait contribué à laisser prospérer le mythe d'une Europe protectrice qui n'était plus du tout et qui n'est pas aujourd'hui. Et il a fallu une crise aussi violente que la Covid-19 pour que tout d'un coup, certains dirigeants se mettent à découvrir les vertus de l'investissement public, de la régulation et de la relocalisation des activités industrielles. Il n'y a guère que la Cour des comptes, qui elle au moins n'a pas changé, vous avez vu, la semaine dernière, ils ont quand même été capables, dirigés par un ancien socialiste, que je connais bien et que j'apprécie, mais enfin quand même, ils ont été capables de faire un rapport pour dire qu'il y avait trop de dépenses dans l'hôpital public. Non mais c'est là que vous voyez la logique comptable et la déconnexion totale des élites technico-administratives. Là, c'est le summum. Heureusement que les rapports des Cours des comptes ne sont pas trop popularisés. Alors, je prends les notes là, sur la question de Mathias. Qu'est-ce qui fait tenir la société ensemble? C'est effectivement, en fait, c'est vrai que la seule question, parce que tout découle de là, d'avoir envie de partager une société, en tout cas de construire, de faire partie d'une même société. Je vais peut-être le décevoir parce que en étant plongé dans quelques lectures de la Vienne du début du XXe siècle, qui était elle aussi fracturée par des antagonismes entre les libéraux d'un côté et dans le fond une classe bourgeoise antisémite qui était en train de progressivement prendre le pouvoir à Vienne. Cette question-là se pose et à un moment donné, on dit mais c'est une forme de magie qui fait tenir la société. Alors je ne vais pas dire que c'est la magie qui
qui dans le fond, fait coaguler la société, mais c'est quand même des éléments qui restent soit imperceptibles, soit pas construits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est appuyé, depuis Jaurès, depuis Ferdinand Buisson, depuis la loi de 1905, sur des fondements républicains très forts. C'est d'ailleurs la première étape du socialisme, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, qui est une construction abstraite. Dans le fond, tout repose sur des idées, liberté, égalité, fraternité, ce qui a été repris par le SPD, puisque c'est quand même sa devise, la devise du Parti socialiste allemand, et qu'on a, en tout cas pour nos générations, on a toujours fonctionné là-dessus, de dire d'avoir cette architecture qui repose sur des concepts qu'on traduit après dans les faits, mais qui au départ sont quand même abstraits. Ce n'est pas l'idée de créer une monarchie autour de je ne sais qui, c'est vraiment un concept très abstrait. Et on s'est un peu reposé là-dessus, il faut quand même le dire, dans le fond, sans savoir si ces valeurs irriguaient, comme nous pensions, comme nous l'aimons, la société française. Je prends un exemple concret sur la laïcité, notamment, qui avait été vraiment remise au bout du jour par Vincent Peillon avec la charte de la laïcité dans l'école, ou pour certains, ils m'ont dit, des services civiques qui avaient 20 ans, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la laïcité. Ce qui est quand même, Emmanuel a raison de rappeler que c'est un concept très français, mais qui fait tenir la société, se dire qu'un jeune en service civique, donc il y a quand même une forme d'intérêt pour ce que représente la société, ne découvre la laïcité à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire la capacité à organiser la liberté, les croyances. Donc aujourd'hui, cette laïcité, elle est quand même abîmée, elle est dénigrée par certains, qui dans le fond, parce qu'ils en font une bataille, se mettent peut-être en tout cas de manière consciente en dehors de la République. Et face à ça, vous avez effectivement la droite, en tout cas l'extrême droite, qui ont des réponses très violentes. Et la gauche qui a, je dis bien la gauche, hein, ça dépasse le clivage du Parti socialiste, la gauche qui est tellement confiante dans ses valeurs et ses idées, qui s'est peut-être un peu trop reposée sur l'idée qu'elles irriguaient habitat aeternam la société, ce qui n'est pas le cas. Et donc du coup là, on est confronté à un questionnement nous-mêmes, c'est de dire si il n'y a plus de majorité, je pense qu'il y a encore une majorité, donc en tout cas s'il y a une minorité qui est en train de grossir et qui ne se reconnaît plus dans ses idées, c'est évidemment, on l'a bien vu vendredi, et pas que vendredi d'ailleurs, que c'est une énorme fracture qui se crée, face à laquelle la question est qu'on peut y répondre par des idées, ou est-ce que dans le fond, il doit y avoir une autre coagulation qui se passe? C'est ça la question qui nous est posée. Alors je crois bien que je n'ai pas complètement répondu à cette question, mais évidemment, elle traverse tout le champ politique, parce que c'est quand même le vrai sujet. Sur la question de la définition du mot socialisme, la question posée par Quentin, effectivement, on n'y a pas trop, peut-être pas trop répondu les uns les autres, depuis que nous dissertons depuis un an et demi. Dans le fond, c'est, pour moi, si j'ai envie de voir trois choses. La première, c'est de dire comment les agrégats d'une société, c'est comprendre ce réel. Je maintiens là-dessus que cette démarche quasi scientifique proposée par Jaurès, c'est de dire comment les agrégats, le point de départ, quels sont les agrégats d'une société. Et si on ne comprend pas ça, on a des mouvements qui découlent des gilets jaunes, tout ce qu'on veut, on n'a pas de réponse pertinente, parce que de toute façon, elle n'interpelle pas ces fameux agrégats. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, moi, je maintiens que la notion je considère que l'esprit humain étant infini, notre République, elle repose sur des idées au départ. Je maintiens que si on exclut la notion de progrès, qu'on ne donne pas un minimum d'espoir à chacun, c'est sans doute pas la peine de s'engager en politique si on pense que le progrès ne serait plus pour moi, ce n'est pas du tout un gros mot, et c'est parfois une divergence que j'ai avec les Verts, qui dans le fond associent décroissance et progrès, ce qui moi ne me convient pas du tout. Le progrès n'est pas que synonyme de croissance qui mangerait la planète, c'est pas vrai.
C'est vraiment une valeur positive qui est malheureusement de plus en plus absente. Ça rejoint ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur le vocabulaire utilisé, qui est de plus en plus absente des discours. Au troisième volet, toujours dans cette définition du socialisme, le premier c'est la méthode, le deuxième c'est vraiment le vecteur du progrès, et le troisième c'est de... alors je sais qu'on... La question... comment dire, dans une société, moi je considère qu'il n'y a pas de hiérarchie et avoir une augmentation des écarts de richesse, c'est, en tout cas, nous, le fil rouge qu'on a pris au sein du groupe, c'est de dire, dans chaque amendement que nous déposons, il faut qu'il y ait une composante pour réduire les inégalités. Une société qui s'engouffre dans une hausse, comme on voit en France un peu, mais dans d'autres économies, de manière vertigineuse, une société qui court à sa perte. Et ce point-là de la réduction des inégalités, il a aussi disparu des discours politiques. Il est pour moi un des trois piliers qui sont absolument indispensables. Sur la question, je reprends le petit note de Marion, quelle place le socialisme est-il utile aux personnes sur la question des classes populaires? Alors, quand Emmanuel a cité les Gilets jaunes et qu'il a rappelé de justesse qu'il y avait beaucoup de femmes au départ, il faut bien voir que ces femmes, elles gèrent des familles, des enfants toutes seules, qu'elles sont intégrées dans un milieu professionnel, mais qui ne leur permet pas parfois de boucler les fins de mois. Et donc, leur demander en plus, soit de faire du militantisme, soit de se positionner sur un échiquier politique, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Et donc, cette conscience de dire qu'il peut y avoir une offre politique, c'est d'ailleurs ce qui peut-être explique aussi que les gens ne vont plus voter, ou en tout cas qu'on a une abstention record, comme ce qu'on a vu aux dernières élections, y compris les municipales. Il y a peut-être le Covid qui est en train de compte, mais à mon avis, pas que. Et donc, c'est de dire comment adresser à chaque individualité le fait qu'il fait partie d'une société et qu'il ou elle va avoir son mot à dire et se positionner de manière beaucoup plus précise. Quand on allait sur le rond-point, j'imagine que tu y allais aussi, il y avait énormément de femmes. C'était vraiment frappant parce qu'on n'est pas habitué, en tout cas c'était un symbole visuel très fort, une perte de confiance, de dire que plus personne dans le fond, quelles que soient les portes qu'on va frapper, on n'y répond plus. Et puis surtout le fait que la notion de travail qui ne permet pas de vivre et pas de boucler ses fins de mois, ça c'est un point qui est un décrochage. On ne peut plus faire confiance à une société qui vous fait travailler et qui ne vous permet pas de boucler les fins de mois. Ça, c'est impossible. Vous demandez des efforts, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, se lever à 5 h du matin, faire la nuit, tout ce que vous voulez. Quand vous avez une notion de travail qui vous dit on va vous mettre inclure dans la société grâce au travail, et que ce travail vous détruit votre vie familiale, vous fait en sorte que vous ne pouvez même pas boucler les fins de mois, c'est qu'on casse l'idée même de travail et de société. Et c'est ce bouclage-là, c'est pour ça que je pense que, en tout cas, une des priorités, c'est vis-à-vis de toutes ces personnes qui travaillent et qui ne peuvent plus boucler leur fin de mois. Moi, j'avais proposé sous le précédent quinquennat, mais je n'ai pas été suivie, de mettre en place, comme vous avez toujours eu un bouclier fiscal pour les riches, un bouclier social minimal, qui fait que lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes inséré dans une structure professionnelle, vous ne pouvez pas vous retrouver à aller dormir dans vos voitures parce que vous ne pouvez pas vous payer le logement. C'est ce point-là ne s'est jamais passé dans notre histoire, en tout cas à cette échelle-là, avant les années 2010, où vous avez des gens qui travaillent, qui tous les matins viennent prendre un café avec leurs collègues au bureau, et qui le soir, certains vont dormir dans la voiture, qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois. C'est une déstructuration totale de l'idée même de travail et de l'idée même de société. Alors peut-être juste 2 points sur ce qui fait tenir la société ensemble pour les socialistes. Je pense qu'il faut essayer de distinguer un certain nombre de choses. Il y a incontestablement la question des valeurs qui sont peut-être pas dépassées, mais qui en tous les cas devraient passer par une redéfinition assez sérieuse, et je pense vraiment à cette idée de progrès, même si elle est importante pour les socialistes. Je pense qu'il y a quand même
on dirait un contenu avec des progrès qui doit être vraiment repensé, réinterprété, qui n'est plus le progrès tel que le pensaient les socialistes il y a 30 ans. Et je pense que c'est vraiment très important de faire le bilan d'un certain nombre de valeurs que les socialistes considèrent comme allant de soi, et qui, en réalité, ont subi des transformations extrêmement fortes. C'est le progrès, c'est aussi l'idée de travail. L'idée de travail, on ne peut plus penser le travail de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, toutes ces valeurs-là doivent être réinterprétées. Il y a aussi, vous en parlez, c'est intéressant, des valeurs qui ne sont pas dites, ou qui, en tous les cas, ne font pas l'objet forcément d'une formulation théorique affirmée ou... je pensais par exemple à l'idée d'internationalisme avant la Première Guerre mondiale. Ça remonte, mais ça faisait partie de ces choses c'était un peu la confiance que les militants pouvaient avoir, par exemple, dans l'action des militants d'autres pays, et qui faisait tenir le mouvement socialiste international ensemble avant la Première Guerre mondiale. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance de ce type de sens commun, en fait, de choses qui ne sont pas forcément interrogées, mais qui font partie d'une certaine culture socialiste. On parlait de culture socialiste tout à l'heure, et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui en font partie, et il faudrait, là encore, souligner l'importance de ces éléments-là. Et enfin, il y a évidemment des valeurs qui se révèlent, notamment en cas de crise, on l'a vu il y a quelques jours, où là, il y a une sorte de réactif qui se fait, où ce sont des valeurs qui s'affirment très importantes. Donc ça, c'est le premier point sur ce qui permet de faire tenir la société ensemble. Je pense qu'il faut essayer de... Il n'y a pas uniquement un corpus de valeurs qui serait comme ça affirmé de façon unique. Deuxième remarque, c'est sur l'objectif de rassemblement, sur le discours des méthodes, de ce qui unifie les socialistes. Je pense qu'il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que le rassemblement socialiste, l'unité socialiste, c'est une petite partie de notre histoire. Je veux dire, la gauche divisée, c'est quelque chose qui fait aussi partie d'une histoire sur 2 siècles. Quand on pense justement sur la période avant la Première Guerre mondiale, il n'y a guère qu'entre 1905 et 1914 que les socialistes sont réellement unifiés dans un parti. Et encore, avec quelle division entre plusieurs groupes différents au sein du parti. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se totaliser en fait l'objectif comme ça de gauche unifiée. Il y a aussi une diversité qui fait aussi partie de notre histoire et de notre richesse également. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. Merci encore à tous. Comme ça, on pourra regagner les faubourgs sans être rattrapé sur la Facebook. N'hésitez pas à suivre la page Facebook et le site de l'ours et on vous tiendra au courant des prochaines séances de ce séminaire. Merci encore. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Merci à tous.